Alors maintenant, on va s'intéresser aux lois dans les circuits électriques. Donc les différentes lois portent des noms précis, elles concernent l'intensité et la tension. Alors en fait, ce sont des lois qui concernent des additions d'intensité ou des additions de tension. Donc en fait, on ne regarde pas la loi d'unicité de l'intensité ou la loi d'unicité de la tension. Alors, elles ont déjà été vues, même si ce sont des lois aussi, mais disons qu'elles sont assez simples puisque toutes les intensités ou toutes les tensions sont égales. Alors, la première loi qu'on va voir est la loi qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, elle concerne l'intensité du courant. Donc, la loi des nœuds fait que quand on a un nœud, donc un croisement de fils ici, les courants qui arrivent vont s'additionner et vont se séparer en des différentes branches. Donc, l'intensité des courants qui arrivent à un nœud sera égale à l'intensité des courants qui va ressortir du nœud. Alors même si en général il n'y a qu'une seule intensité qui arrive, c'est celle de la branche principale. Donc elle va s'exprimer comme ça, cette loi des nœuds. Donc elle concerne quand il y a des nœuds, c'est-à-dire dans un circuit en dérivation, puisqu'il n'y a pas de nœud dans un circuit en série. Donc dans un circuit en dérivation, la somme des intensités, l'addition, quand on additionne les intensités, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donc ça concerne les nœuds, donc on appelle ça la loi des nœuds. Mais comme on fait des sommes, on fait des additions, donc on appelle aussi cette loi la loi d'additivité des intensités, puisqu'on additionne des intensités. Donc comme je le disais, dans un circuit en série, il n'y a pas de nœud. Donc l'intensité est la même, c'est-à-dire que si je regarde un fil, l'intensité du courant qui arrive, il n'y en a qu'une seule, elle est égale à l'intensité du courant qui repart. Donc le courant qui repart, il n'y a qu'une seule intensité. Par contre, dès qu'on a un nœud, on a partage d'intensité. Alors, petite remarque, cette loi a été établie en 1845 par le physicien Gustav Kirchhoff. Alors, application de ce que vous pouvez avoir en exercice. Donc, on a un circuit en dérivation, tout simple, avec un générateur, une lampe, une résistance. Alors, attention, le plus est de l'autre côté, donc par rapport à ce qu'on met habituellement. Donc, le courant part de ce côté-là, il arrive au nœud A, qui est là, et il se sépare. Donc la première intensité qui part du générateur, en général on la note I1, et elle va se séparer en deux dans les branches dérivées entre I2 et I3. Donc dans le circuit, on nous donne les intensités dans les branches dérivées, on nous donne I2 égale 0,5 A et I3 égale 0,2 A, et on nous demande de calculer l'intensité du courant dans la branche principale. Donc l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, d'après la loi des nœuds, on peut écrire au nœud A, ou même au nœud B, I1 égale I2 plus I3. Puisque j'ai une flèche qui arrive, c'est égal aux deux flèches qui repartent. Tout ce qui arrive est égal à ce qui repart. Donc là, j'ai qu'une seule intensité qui arrive, I1, c'est égal à toutes les intensités qui repartent, donc I2 plus I3. Et après, il suffit de faire les additions ou éventuellement les soustractions de ce qu'on nous demande de calculer. Donc là, on me demande de calculer I1, donc je l'ai directement, c'est I2 plus I3, donc 0,5 plus 0,2, ça fait 0,7 ampères dans la branche principale. Alors maintenant, la loi des mailles, elle, va concerner la tension. Donc avant de pouvoir écrire les relations entre les différentes tensions dans un circuit, on va orienter la maille. Donc, orienter la maille, ça veut dire lui attribuer un sens de parcours, c'est-à-dire que je décide de parcourir la maille dans un sens que je choisis. Peu importe le sens, on choisit un sens de parcours et c'est ce qu'on appelle orienter la maille. Alors la loi des mailles, donc qui va s'appliquer dans une maille, dans une boucle, nous dit que la somme des tensions est égale à 0 volt. Donc dans une maille orientée, on a orienté la maille et on a choisi ce sens d'orientation, la somme des tensions est égale à 0 volt. Alors cette loi, on fait encore une somme de tensions, donc on appelle également cette loi la loi d'additivité des tensions. Alors les mailles, vous en avez dans un circuit en série. Vous pouvez aussi en avoir dans un circuit en dérivation. Et on peut écrire autant de lois des mailles qu'il y a de mailles dans un circuit. Si j'ai 3 mailles dans un circuit, je peux écrire 3
relation dans le circuit. Alors, petite remarque, on ne s'occupe pas des fils électriques puisque la tension en borne d'un fil électrique est nulle. Donc ça, c'est déjà réglé, ça simplifiera les choses. Alors, quand j'additionne les tensions, en fait, des fois on les additionne, des fois on les soustrait. Ça dépend comment va être orientée la flèche de la tension par rapport au sens de parcours. Alors, vous prenez l'exemple ici de U à D, donc, qui est orienté la flèche de D vers A, donc la flèche pointe vers A, donc j'écris A en premier. Je décide d'orienter mon sens de parcours dans ce sens-là, voilà. Et donc je vais regarder si mes flèches sont dans le même sens, mes flèches de tension sont dans le même sens que ce sens de parcours. Alors on voit que UAD, sa flèche est comme ça. Donc ça va dans le même sens que le sens de parcours que j'ai choisi. Donc lui, je mettrai un plus devant. Donc quand on a une tension qui est dans le même sens que le sens de parcours que l'on a choisi, on met un plus devant quand on va l'additionner. Donc un signe plus est ajouté à une tension si sa flèche, la flèche de la tension, est dans le même sens que celui du parcours. Donc là, c'est le cas de UAD. Alors par contre, si la flèche de la tension est dans le sens opposé au sens du parcours, dans ces cas-là, on va mettre un moins. Donc on met un signe moins si la flèche est dans le sens opposé à celui du parcours. Donc là, c'est le cas de qui? Eh bien, c'est le cas de UAB, puisque vous voyez ici que ma tension, la flèche de ma tension, elle est dirigée de B vers A, donc elle pointe vers A, donc j'écris UAB. Et cette flèche qui va dans ce sens-là, elle est dans le sens opposé à la flèche jaune, au sens du parcours. Donc, je mettrai un moins devant UAB quand je vais l'additionner. Je mettrai un moins. Alors, pareil pour la lampe. Pour la lampe, j'ai décidé de mettre comme flèche UBC. Donc, UBC, j'ai bien ma flèche qui pointe vers B. Et ma flèche est dans le sens opposé au sens du parcours. Hein, puisqu'on a une flèche qui monte, comme ça. Voilà, et c'est dans le sens opposé au sens du parcours. Donc, on mettra un moins. Et donc là, il suffit que je fasse le tour. Donc, je pars du point D, par exemple. Et donc, je vais avoir quoi? Plus UAB, moins plus UAD, pardon, moins UAB, moins UBC. Le fil, on s'en fiche. On revient à D et ça fait 0. Donc, je vais pouvoir écrire en parcourant la maille UAD, c'est-à-dire plus UAD, moins UAB, moins UBC est égal à 0. Puisque ces sommes de tension sont toujours égales à 0 dans une maille orientée. Donc attention, ce n'est pas toujours des sommes. Là, je fais un moins, hein, parce que j'ai décidé d'orienter la flèche dans l'autre sens par rapport au sens du parcours. Alors, petit point méthode. Si les flèches des tensions ne sont pas indiquées dans l'énoncé, on peut écrire la loi des mailles en appliquant la méthode suivante. Vous mettez des lettres à chaque coin du rectangle. Donc là, par exemple, j'ai mis P et N. Alors pourquoi P et N? Comme positif ici et négatif. Ensuite, on met d'autres lettres, A et B. On choisit absolument les lettres qu'on veut. Et je vais noter la tension du générateur, par exemple, UPN. Donc si je trace cette flèche, la première lettre c'est P, donc ma flèche pointera vers P. Voilà. Et on va écrire les tensions des dipôles récepteurs, donc les trois résistances qui sont là, en introduisant les lettres correspondant aux différents points du circuit entre P et N. Donc en fait on écrit UPN est égal à, alors j'écarte la lettre P de la lettre N et je vais inclure mes lettres. Donc c'est égal à UPA plus UAB plus UBN. On fait le tour. Donc UPN, c'est égal à UPA plus UAB plus UBN. Et je reviens, j'ai la première lettre P, la deuxième lettre N, et donc cette loi, elle est forcément égale. C'est une autre manière de l'écrire.
Alors c'est pas égal à 0, mais si je fais passer toutes les tensions d'un même côté du égal, ce sera bien égal à 0. Alors, exemple d'application là-dessus, donc on a UPN égale 12 volts, UPA égale 4,5 volts, UBN égale 3,2 volts, et on demande de calculer UAB. Donc, il faut que j'écrive UAB égale. Ça veut dire qu'il faut supprimer UPA, il faut supprimer UBN. Donc, je dois les faire passer de l'autre côté. Et pour les faire passer de l'autre côté, ils vont devenir négatifs. Donc, j'aurai UPN moins UPA et moins ici UBN. Donc UAB que je cherche est égal à UPN moins UPA moins UBN. Et une fois qu'on a cette formule, il suffit de faire l'application numérique, donc 12 volts moins 4,5 moins 3,2 égale 4,3 volts. Alors avec ces lettres, ça peut paraître assez compliqué. Alors, il y a une autre manière de faire que l'on voit plutôt au collège et que vous pouvez très bien appliquer, c'est parce que ça finit toujours par donner le bon résultat aussi, c'est que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. C'est bien ce qu'on a écrit quand j'ai écrit UPN. Puis UPN, c'est la tension aux bornes du générateur, qui est égale à la tension aux bornes des autres dipôles dans le circuit. Ça marche aussi, on n'est pas obligé d'écrire avec les lettres, hein, même si le programme normalement demande d'orienter les tensions, donc de mettre 2 lettres après le U pour chaque tension. Alors maintenant sur la page 4, on est sur la caractéristique d'un dipôle. Alors qu'est-ce que c'est que la caractéristique d'un dipôle? La caractéristique d'un dipôle, c'est un graphique qui va représenter la tension aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité I. Donc la caractéristique d'un dipôle, c'est le graphique représentant l'évolution de la tension U aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. Donc c'est la courbe U égale F de I. F, c'est une fonction de I. Alors comme les tensions et les intensités sont positives, vous allez avoir un graphique qui ne concerne que les axes positifs. Donc on va tracer quelque chose comme ça. Alors vous avez toujours beaucoup de mal pour savoir quelle grandeur vous devez mettre en abscisse et quelle grandeur vous devez mettre en ordonnée. Eh bien quand vous tracez votre graphique comme ça, le premier qu'on a envie de noter, c'est celui-là. Puisqu'on lit de gauche à droite, donc on a envie de noter celui-là. Eh bien, il y a une petite astuce, c'est que le premier que l'on nomme, c'est le premier que l'on note. Quand vous dites la tension aux bornes de l'intensité, la tension, c'est le premier que je vais noter. Donc je note U ici, et forcément de l'autre côté, je note I. Ça, c'est bien la tension en fonction de l'intensité. Le premier que je nomme, c'est le premier que je note. Alors ce graphique, pour le tracer, on doit faire des mesures, et on va mesurer la tension U aux bornes du dipôle et l'intensité I du courant qui le traverse. Alors évidemment, si je mesure U et I, j'ai qu'un seul point. Bon, un seul point sur le graphique, je ne peux pas tracer de graphique. Donc il faut différentes valeurs d'intensité pour différentes valeurs de tension. Donc notre dipôle, concrètement en expérience, comment on fait? Eh bien, on le branche à un générateur de tension qu'on appelle un générateur de tension variable. Il y a une petite flèche là. Et je peux faire varier sa tension, donc mettre de 0 jusqu'à une dizaine de volts. Et on va augmenter, comme vous avez fait en TP, progressivement la tension du générateur. Et à chaque fois, je mesure aux bornes de mon dipôle sa tension et l'intensité du courant qui le traverse. Et donc, j'ai plusieurs valeurs de U et I. Et après, il ne me reste plus qu'à tracer le graphique. Donc, pour mesurer la tension et l'intensité, vous avez un circuit à faire dont le schéma est le suivant. Donc, il faut savoir le refaire, ce schéma. Donc, par exemple, ici, mon dipôle, c'est une résistance. Donc, j'ai un petit rectangle. Alors, je mets un générateur de tension variable à ces bornes. Je veux mesurer la tension à ces bornes. Donc, je mets un voltmètre. Et je veux mesurer l'intensité du courant qui le traverse. Donc, je mets un ampèremètre sur le circuit. Donc, l'ampèremètre, on peut le mettre avant ou après, ça n'a pas d'importance.
Donc il faut ces deux multimètres pour relever la tension et l'intensité. Alors à quoi sert la caractéristique d'un dipôle? Elle permet de connaître les conditions de fonctionnement d'un dipôle parce que à une valeur de tension U à ces bornes correspond une unique valeur d'intensité I du courant. C'est-à-dire que quand on branche un dipôle dans un circuit et qu'on décide de lui imposer, on lui fixe une tension à ces bornes, donc qui est la conséquence du nombre de dipôles qu'il y a dans le circuit, avec la tension qui peut se partager entre les différents dipôles. Bref, si on a une tension précise à ces bornes, à ce moment-là, on aura une unique valeur d'intensité à ces bornes aussi. En fait, quand l'un est fixé, l'autre se fixe automatiquement, se règle automatiquement. Donc ça permet de savoir quelle intensité j'aurai avant même de faire la mesure et de connaître du coup son fonctionnement, ses conditions de fonctionnement. Alors, vous avez mesuré en TP la caractéristique d'une résistance, donc d'un conducteur ohmique. Donc vous avez obtenu ce graphique-là, caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc vous avez relevé différentes tensions et différentes intensités, vous les avez tracées sur un graphique, tension en fonction de l'intensité, et pour une résistance, on constate qu'on a une droite qui passe par l'origine. Donc pour une résistance, on a la tension qui est proportionnelle à l'intensité. Hein, on reviendra dessus. Alors ça n'est le cas d'ailleurs que si on a une droite et si cette droite passe par l'origine. Hein, il faut deux conditions. Alors on peut très bien, on aurait pu faire un TP comme ça, mais on ne peut pas tout faire, refaire exactement la même expérience que vous avez faite, mais avec une lampe à incandescence, les petites lampes. Donc on mesure pareil la tension et l'intensité en augmentant le bouton du générateur, en tournant le bouton du générateur pour augmenter la tension. Et on constate cette fois que, en traçant U en fonction de I, on constate que la tension et l'intensité augmentent l'une avec l'autre, mais pas de manière proportionnelle cette fois, puisque ça passe par 0, mais ça n'est pas une droite, donc ça n'est pas proportionnel. Alors pour une pile, on peut aussi mesurer la tension à ces bornes, donc la tension qu'elle délivre dans le circuit, en fonction de l'intensité du courant qu'il y a dans le circuit. Et on constate que plus elle va délivrer d'intensité, plus la tension à ces bornes va diminuer. Alors ça diminue quand même assez faiblement. Hein. On voit par exemple que là j'ai une tension de 9 volts et j'arrive à 8,4, donc j'arrive pas à 0 non plus. Hein. De toute façon, quand on arrive à 0, c'est que le courant, le générateur ne peut plus fonctionner, n'arrive plus à suivre, entre guillemets, n'arrive plus à donner de l'énergie au circuit. Donc là, c'est pareil, j'ai une droite, mais ça ne passe pas par 0, donc ça n'est pas proportionnel. Alors, petite remarque, la courbe d'équation U égale F de I s'appelle aussi la courbe tension-courant, puisque on a en premier la tension, en deuxième le courant. Et on peut aussi tracer l'inverse, la courbe courant-tension. Donc là, on trace I en fonction de U, mais bon, c'est assez rare. En général, on trace toujours la tension en fonction de l'intensité. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire d'une résistance. Alors, vous avez fait ce graphique en TP, vous avez tracé U en fonction de I, et on constate que cette caractéristique, donc ce graphique, est une droite qui passe par l'origine, qui passe par 0. Donc là, j'ai les deux conditions, j'ai une droite et ça passe par l'origine, donc on en conclut que la tension aux bornes du conducteur ohmique, de la résistance, et l'intensité du courant sont proportionnelles. Hein, il faut les deux conditions, une droite et ça passe par 0. Donc si c'est une droite, l'équation de la droite qui passe par l'origine sera y égale a fois x. Donc ça, c'est l'équation de la droite que Excel peut me calculer. Alors, sauf que ça, c'est la version mathématique avec x et y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir remplacé x et y parce que j'ai comme grandeur en abscisse et en ordonnée d'un point de vue physique. Donc, x et y, on va les remplacer parce qu'on a en abscisse et en ordonnée. Alors, y, c'est ici, et en y, j'ai u. Donc, je vais remplacer y par u. X, c'est ici, et en abscisse, et en abscisse, j'ai i. Donc, je vais remplacer x par i.
Donc si vous faites ce remplacement, vous avez U égale A fois I. Donc ça traduit que U et I sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnel, c'est A. Le coefficient de proportionnalité, pardon, c'est A. Et quand on fait l'expérience, on se rend compte que ce coefficient de proportionnalité est égal à la résistance R du conducteur ohmique. Donc je peux remplacer A, ce petit chiffre A, par grand R, et on prouve en traçant la droite que, en traçant cette caractéristique, qu'on a une relation qui est U égale R fois I, et cette relation s'appelle la loi d'Ohm, puisqu'elle concerne les résistances. Alors on obtient donc une formule qui s'appelle la loi d'Ohm, et qui est que U égale R fois I. Alors elle traduit le fait que la tension U aux bornes d'une résistance, d'un conducteur ohmique, attention ce n'est valable que pour une résistance ou un conducteur ohmique, est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Et ce coefficient de proportionnalité est égal à la résistance. Donc au niveau des unités, c'est les unités classiques, c'est-à-dire que la tension est en volts, la résistance du conducteur ohmique ou de la résistance est en ohms, et l'intensité est en ampères. Alors, si je veux calculer la résistance ou l'intensité à partir de cette formule, il faut manipuler un peu la formule, donc on peut avoir à calculer U, donc U égale R fois I, donc on peut placer ça dans le petit triangle et on obtient R fois I en dessous, U au-dessus, et donc vous cachez R est égal à U divisé par I, et vous cachez I, et I est égal à U divisé par R. En fait, vous faites passer de l'autre côté, ça devient divisé. Alors, sur la page 5, il y a deux petits exercices d'application là-dessus. Donc, première question, le conducteur ohmique d'un grille-pain, puisque dans les grille-pains, on a des petites résistances qui chauffent, qui vont chauffer la tartine, de valeur R égale 33 ohms à une tension de 230 volts à ces bornes, puisqu'on le branche sur la tension, sur une prise de courant. Et on demande quelle est l'intensité du courant qui le traverse. Alors, mettez en pause, n'hésitez pas à mettre en pause et essayez de faire le petit calcul. Donc là, on nous demande de calculer l'intensité du courant. Donc je vais utiliser la formule I égale U divisé par R. Je vérifie les unités, U est bien en volts, R en ohms, donc il n'y a pas de problème d'unité, pas de conversion à faire. Donc I égale U divisé par R, donc est égal à 230 divisé par 33, et ça fait 7 ampères. 7,0 si on veut respecter les chiffres significatifs, la précision. Alors, la deuxième question, là on nous demande de calculer la résistance d'un conducteur ohmique qui est traversé par un courant d'intensité 5 mA et qui a une tension de 5 volts à ses bornes. Donc là, on me demande de calculer R, donc R est égal à U divisé par I. Alors, la tension U est en volts, mais attention, l'intensité est en milliampères. Et donc, vous devez convertir l'intensité en ampères avant de faire le calcul. Donc, conversion de I en ampères, I égale 5 mA. Alors, dans le petit tableau, vous avez ampères, une colonne vide, milliampères, et donc on met le 5 dans la colonne milliampères. Et donc, ça fait 0,005 ampères. Donc, j'applique la formule R égale U divisé par I. Donc, U, c'est 5 volts, l'intensité, c'est 0,005. Donc, ça me fait 5 divisé par 0,005, ça fait 1000 ohms. Alors, dans la dernière partie du TP, pour ceux qui ont eu le temps, vous avez trouvé les coordonnées de ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Alors, ce point de fonctionnement, à quoi il correspond? Eh bien, il faut imaginer que quand on branche un dipôle récepteur aux bornes d'un générateur, je fais un circuit vraiment très simple dans lequel il y a un générateur et un récepteur, comme une résistance, eh bien, on se demande quelle est la tension aux bornes du dipôle et l'intensité du courant qui le traverse. Et on constate que c'est un circuit en série, donc on a la même intensité qui traverse les deux dipôles. Alors cette intensité, on va l'appeler IF, comme fonctionnement en fait. Et la tension, elle est également la même, puisque j'ai un circuit en série, donc la tension bande du générateur est égale à la tension bande de la résistance. Donc je peux tracer une flèche, et on voit que UF pour le générateur est la même que pour la résistance.
Et en fait, il va y avoir un équilibre, c'est-à-dire que le générateur va fournir une tension, il y a une intensité, il y a un courant électrique qui va s'établir, qui aura une certaine intensité dans le circuit, mais ça va s'équilibrer en fonction des caractéristiques de la résistance. Donc, il faut accorder, entre guillemets, le fonctionnement du générateur avec celui de la résistance. Alors, pour trouver quelles sont les valeurs de UF et de IF, on pourrait utiliser les équations des caractéristiques, mais comme on ne les a pas forcément, en fait, on va résoudre le problème graphiquement, c'est-à-dire à partir du graphique. C'est ce que vous avez fait en TP. Alors, les deux conditions, donc c'est-à-dire UF égale pour le générateur et la résistance, la même intensité dans le circuit, ces deux conditions sont réalisées uniquement à l'intersection des caractéristiques des deux dipôles. C'est le seul endroit où on a une égalité entre l'intention et l'intensité du courant pour les deux dipôles. Donc concrètement, on va tracer sur le même graphique la caractéristique du générateur et celle du dipôle récepteur qui est branché en série. Et on a le point de fonctionnement qui est noté P, qui a comme coordonnées IF et UF, qui est le point d'intersection de ces deux caractéristiques. Et les coordonnées IF et UF indiquent la tension aux bornes des deux dipôles et l'intensité du courant qui va les traverser. Donc on a les caractéristiques du circuit. Alors comme je disais, les coordonnées du point de fonctionnement vont se déduire de l'intersection des deux caractéristiques. Alors forcément la caractéristique du générateur, puisque le générateur est obligatoire dans le circuit, et la caractéristique de l'autre dipôle qu'on associe au générateur. Donc vous avez un exemple ici de point de fonctionnement d'une lampe. Donc on a la caractéristique de la pile, ici, et la caractéristique de la lampe. Donc les deux sont bien des graphiques de la tension en fonction de l'intensité. Donc on a vu la caractéristique de la lampe passe par 0, mais n'est pas une droite. Donc la tension n'est pas proportionnelle à l'intensité pour une lampe. La caractéristique de la pile est une droite, mais elle ne passe pas par 0, puisque quand la pile ne délivre pas d'intensité, elle a une tension qui vaut une valeur qu'on appelle E. Alors pour voir la caractéristique de la pile, vous l'étudierez de manière un peu plus précise en première spécialité. Donc les deux courbes, puisqu'il y en a une qui n'est pas droite, vont forcément se croiser, et ce point de croisement qui est là s'appelle le point de fonctionnement de la lampe. Et en fait, c'est le seul endroit où la tension aux bornes de la lampe est la même que la tension aux bornes de la pile. Donc, comme les deux sont reliés ensemble, la tension doit absolument être la même, et donc c'est la seule valeur possible. Alors, on voit que cette tension est proche de la tension de la pile qu'on appelle à vide, qui vaut E. Et on relève ces coordonnées, donc tout simplement en regardant l'intensité en abscisse, la tension en ordonnée, et on a ces coordonnées du point de fonctionnement, c'est-à-dire on connaîtra directement la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la lampe, et l'intensité du courant qu'il y aura dans le circuit. Alors vous, ce que vous avez fait, c'est la même chose, mais non pas avec une lampe, mais avec un conducteur ohmique, avec une résistance. Et on a la même chose. La seule différence, c'est que la caractéristique de la résistance est une droite qui passe par l'origine, tandis que celle de la lampe n'est pas une droite, même si elle passe aussi par l'origine. Et donc on a les deux droites ici qui se croisent, c'est le point de fonctionnement. On relève ces coordonnées et on a l'intensité de fonctionnement et la tension de fonctionnement, tout simplement. Et ces coordonnées vont nous indiquer la tension aux bornes de tous les dipôles et l'intensité du courant qu'il y aura dans le circuit quand le circuit fonctionnera. Alors, on a une dernière partie ici sur les capteurs électriques. Alors, il n'y a pas forcément grand-chose, on ne l'a pas vu en TP, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus au programme. Donc, on va donner la définition générale d'un capteur électrique. Donc, un capteur électrique est un dispositif qui va permettre de faire une conversion. Donc, il va convertir une grandeur physique. Alors, la grandeur physique, ça peut être la température, la pression, la luminosité, en une grandeur électrique.
Donc par exemple, un micro va être un capteur puisqu'il va transformer du son en signal électrique. Hein, il va capter quelque chose et le transformer en signal électrique. Et ce signal électrique, on va l'envoyer par exemple vers un oscilloscope, vers un voltmètre ou un multimètre pour pouvoir faire des mesures. Alors vous avez un type de capteur précis, spécial, qui s'appelle les capteurs résistifs. Et dans résistif, on entend résistance, donc la grandeur électrique qu'on va avoir en sortie, en fait, elle va être une résistance. Donc ici, l'un capteur résistif, hein, c'est un capteur dont la grandeur électrique de sortie est la résistance. Donc la grandeur de sortie, vous avez un petit schéma qui explique ça. Elle est ici. On a le capteur qui sort une grandeur électrique, ça peut être une tension ou une intensité par exemple. Alors, on a pour chaque capteur, ce qu'on peut tracer, c'est une courbe d'étalonnage, donc qui va servir à l'étalonner. Et c'est une courbe qui va donner l'évolution de la grandeur électrique caractéristique du capteur, comme par exemple la tension ou l'intensité, en fonction de la grandeur physique à laquelle le capteur est sensible. Donc vous avez un exemple ici de cette courbe d'étalonnage. Alors on a différents types de capteurs en fonction de ce qu'on va capter, en fonction de la grandeur d'entrée. Donc, par exemple, si on mesure la température, on a un signal électrique, ça transforme la température en signal électrique, le capteur va s'appeler une thermistance. Alors tout simplement, ce qui transforme une température en signal électrique, c'est un thermomètre électrique, un détecteur d'incendie, etc. On peut avoir plusieurs choses comme ça. Ensuite, quand la grandeur d'entrée est une luminosité, donc de la lumière, ça va transformer la lumière en signal électrique. On appelle ça une photorésistance. Photo, ça vient des photons aussi qui viennent d'un mot qui veut dire la lumière. Alors ça peut commander un allumage automatique de l'éclairage, hein. Donc quand vous avez la luminosité qui baisse dans une rue par exemple, eh bien automatiquement cette luminosité est captée par un capteur électrique qui va le transformer en signal électrique, et quand cette grandeur électrique est trop basse, à ce moment-là, ça déclenche automatiquement l'éclairage de la voie publique. Alors, quand la grandeur d'entrée est une pression, on appelle ça un capteur de force résistif. Alors, vous en avez tous les jours avec les écrans tactiles, tout simplement. Parce que quand vous avez un écran tactile sur un téléphone, quand vous appuyez, vous exercez une pression et l'écran est bardé de capteurs comme ça, de pression, et ils vont détecter une différence de pression qui va être extrêmement faible. C'est toujours transformé en signal électrique et ça fait partie de la catégorie des capteurs. Voilà.